Tes trucs, voilà. Il y a encore beaucoup de monde qui rentre. Nous aurons donc le 15 avril le webinaire de présentation des audacieux. Donc, même si vous connaissez bien les audacieux, vous êtes les bienvenus pour suivre la visio et surtout pour en diffuser le lien que je vais vous envoyer vers les personnes qui seraient intéressées pour rentrer aux audacieux et qui pourront découvrir du coup le réseau avec des témoignages de plusieurs audacieux qui vont nous raconter un petit peu comment le réseau a pu les aider dans leur démarche de projet économique et qui présenteront chacun une petite vision différente du réseau. Donc ça, c'est le 15 avril de 18 à 19 heures. On aura une nouvelle conférence inspirante dans un mois, le 29 avril à 18 heures également, sur la question de la réception mariage, avec des ateliers de co-développement sur les différents sujets de la réception. Donc, on aura une conférence d'Adrien Legrand, qui est audacieux et qui nous parlera des chiffres du livre blanc du mariage. Et puis, on aura notre séminaire de printemps chez Stéphane Bern, Thiron-Gardet, le vendredi 23 mai. Notez dans vos tablettes le vendredi 23 mai. Et le programme est en cours de constitution, bien sûr, je vous l'enverrai rapidement. Voilà pour nos dates à venir. On va pouvoir démarrer. Je remercie beaucoup Julien Tourme qui a la gentillesse de venir nous présenter ce soir une conférence sur le sujet de l'utilisation de LinkedIn pour vous les audacieux. Donc Julien Tourme est cofondateur de l'agence Modo et c'est un expert de LinkedIn. Et je vais le laisser prendre la parole et se présenter avant de nous raconter tout ça. Super, merci beaucoup Marguerite. Avant de commencer, déjà, est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que c'est OK de votre côté sur le son? Bon, ça a l'air super. Je vais vous partager aussi mon écran le temps que ça se charge. Hop, et voilà, on va pouvoir démarrer. Écoutez, je suis ravi d'être là pour parler de LinkedIn. C'est une première pour moi auprès des audacieux du patrimoine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste rapidement me présenter. Je m'appelle Julien, j'ai 37 ans, marié, 2 enfants et je suis le cofondateur d'une agence digitale nantaise. Ça fait plus de 11 ans que j'ai mon agence. On accompagne du coup des TPE, des PME, des ETI dans leur communication digitale à travers différentes prestations, c'est-à-dire qu'on a une partie où on fait de la création de site internet, puisqu'on a des développeurs en interne, donc la création de site internet de A à Z, une partie plutôt orientée sur l'acquisition web. L'acquisition web, c'est quoi? C'est travailler le référencement d'un site web pour être mieux référencé sur certains mots-clés. Ça peut être aussi gérer des réseaux sociaux, faire des campagnes de pub sur les réseaux sociaux et la rédaction de contenu. Et puis un dernier volet, du coup, qui est plutôt orienté, lui, sur de la formation pour aider nos clients à monter en compétences. Depuis 11 ans, on a accompagné des centaines de clients et sur plein de secteurs différents. Ça a toujours été notre volonté au sein de l'agence, c'est de travailler sur des secteurs très divers et variés. Et c'est comme ça qu'on va continuer à développer notre vision. On n'est pas du tout spécialisé sur un secteur. Ce qui nous intéresse, c'est toucher à plein de choses différentes. Voilà pour la petite intro. L'idée maintenant, c'est de parler de LinkedIn. Alors, Marguerite l'a dit, la conférence est enregistrée. Ça, je pense que c'est intéressant pour vous, peut-être parce que vous dites, oh là là, Julien, il parle vite, donc déjà, il va falloir suivre, mais parce que je vais vous partager beaucoup de conseils, de recommandations, donc surtout, évidemment, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, mais si vous avez besoin, vous aurez le replay, du coup, à disposition qui vous permettra de revenir sur certains points. Et puis, même si la conférence s'arrête, si vous avez des questions à l'avenir, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, mettez-moi un petit message sur LinkedIn, ça sera avec plaisir pour y répondre. Et puis, si vous avez des projets un peu plus importants, évidemment, je serai à votre disposition pour en discuter. Donc, en ce qui concerne LinkedIn, je commence systématiquement par cette info-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a plus de comptes LinkedIn que de comptes Instagram. Donc, souvent, on est assez surpris parce qu'on se dit que Instagram, qui appartient à Meta, c'est l'ogre Facebook, et on se dit, c'est bizarre, effectivement, je ne pensais pas que LinkedIn avait autant de comptes. LinkedIn, aujourd'hui, c'est 30 millions d'utilisateurs en France, d'accord. Instagram, on est un peu en dessous, 28 millions selon les derniers chiffres. Attention, je parle bien des comptes qui ont été créés. Je ne parle pas des utilisateurs actifs. Pourquoi? Parce que les utilisateurs actifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des utilisateurs qui se connectent au moins une fois par mois. Et là, évidemment, on va avoir beaucoup plus d'utilisateurs actifs sur Instagram
que sur LinkedIn. Si on part d'utilisateurs actifs, on descend plutôt aux alentours de 10-12 millions, c'est-à-dire de personnes qui se connectent une fois par mois sur LinkedIn. Vous avez ici une slide qui montre l'intérêt de la recherche sur Google sur le mot-clé LinkedIn depuis 2004. D'accord ? Donc, on voit une très forte progression. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que LinkedIn a un peu changé depuis 2016. Pourquoi 2016 ? Parce que LinkedIn a été racheté par une petite TPE qui s'appelle Microsoft pour quelques milliards, 27 milliards de dollars plus exactement. Et depuis ce rachat par Microsoft, c'est vrai que LinkedIn a à la fois rajeuni sur les utilisateurs, mais aussi, il est vrai que LinkedIn a un peu changé de la bibliothèque à CV. À la base, LinkedIn, c'était j'ai un CV en ligne et puis ça va me servir pour trouver une opportunité professionnelle. Aujourd'hui, LinkedIn, dans mon quotidien, en fonction des métiers, peut être un outil tout à fait pertinent. Je voulais aussi vous présenter une répartition un peu sur la tranche d'âge la plus représentée aujourd'hui en France. Alors, ça date de fin 2023, mais on n'a pas encore de chiffres à jour sur fin 2024. Mais c'est à peu près 54% des utilisateurs en France qui ont entre 25 et 34 ans. On se rend compte que LinkedIn a rajeuni sur ces dernières années. Pourquoi ? Parce que dans la tranche, on va dire 25-40 ans, forcément, c'est la fameuse génération Y qui a vu l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, et qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour se renseigner, que ce soit en B2C, mais aussi en B2B. Et on a une très forte progression aussi sur les 18-24 ans. Pourquoi ? Parce que, vous les voyez bien, les étudiants qui recherchent stage, alternance, etc., vont utiliser LinkedIn, mais aussi parce que dans beaucoup d'écoles, en fait, LinkedIn va être un outil, on va former les étudiants à utiliser LinkedIn. Pourquoi ? Parce que si je fais une école de commerce, oui, effectivement, dans la partie commerce, on va devoir apprendre à utiliser LinkedIn, qui va être un levier justement d'acquisition commerciale assez fort. Voilà pour les chiffres. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à utiliser LinkedIn. Souvent, quand on pense LinkedIn, on pense B2B, d'accord ? Donc, quand on s'adresse à des professionnels, je veux aller toucher les entreprises pour qu'ils pensent à nous pour le prochain séminaire, pour leur team building, pour leur prochain événement, etc., bien sûr. Mais on utilise aussi LinkedIn en B2C. Si je vous parle de marques comme Decathlon, comme Respire, qui fait de la cosmétique, ils vont beaucoup utiliser LinkedIn. C'est juste que la ligne éditoriale, le contenu va évidemment être très différent de ce qu'ils proposent sur les autres réseaux sociaux. Decathlon ne va pas communiquer sur sa paire de chaussures à 40 € et avec la possibilité d'acheter directement en un clic depuis LinkedIn. Ils vont communiquer beaucoup plus sur la démarche RSE, sur le dépôt de brevets, l'ouverture de nouveaux magasins, le recrutement, parfois de la communication de crise. En ce moment, Decathlon traverse une zone un peu plus compliquée. Donc, typiquement, la ligne éditoriale va être différente. LinkedIn, ce n'est pas une obligation. D'accord ? Souvent, j'entends des entreprises, parfois en B2B, qui me disent il faut absolument qu'on soit sur LinkedIn parce qu'on est en B2B, nos concurrents y sont, etc. Alors, oui, mais le plus important, c'est de se dire OK, c'est quoi mon objectif ? Est-ce que ma cible y est présente ? Et surtout, est-ce que j'ai quelque chose à raconter ? Alors, je vous rassure, on a tous quelque chose à raconter, ça c'est sûr, même quand on se dit je ne sais pas quoi raconter, je ne sais pas comment le dire, etc. Vous avez plein de sujets hyper intéressants sur lesquels communiquer. Après, c'est effectivement mettre les ressources à disposition. Qui va le faire ? Comment on va le faire ? Est-ce qu'il faut s'équiper ? Est-ce qu'il faut se former pour bien le faire ? Ça, évidemment, c'est une autre réflexion stratégique. Mais si on n'a pas cette volonté-là, j'ai envie de dire, il vaut mieux ne pas être présent. D'accord ? Avoir une page LinkedIn qui est vierge et qui n'a pas de contenu, où le dernier contenu il remonte il y a 6 mois parce qu'on avait un stagiaire qui avait fait quelques posts, ça va plutôt nuire à votre réputation. Pourquoi ? Parce que si je vais sur votre page LinkedIn et que je vois que le dernier contenu remonte à 6 mois, je vais me poser des questions sur la crédibilité de la marque, de l'activité. Et donc, ce n'est pas ce qu'on va rechercher à avoir. Donc, si vous faites le choix d'aller sur LinkedIn, c'est que vous avez des choses à dire, à raconter et que vous êtes prêt à vous investir dedans. LinkedIn, c'est un bon moyen pour développer la visibilité de son entreprise, pour recruter, pour avoir de nouveaux clients, pour fidéliser aussi des clients. C'est aussi fédérer des équipes en interne, je vais y revenir après. Et c'est un moyen aussi de faire de la veille. D'accord ? Vous avez probablement beaucoup de concurrents, mais pas uniquement des concurrents. Vous avez aussi peut-être des personnes dans votre réseau, dans votre secteur d'activité, qui font une veille assez pertinente sur le sujet. Donc, le fait d'être connecté avec eux vous permet aussi de travailler votre veille et puis de potentiellement découvrir de nouvelles opportunités et puis pour certains aussi de développer son employabilité dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand j'ai envie de faire autre chose. LinkedIn va me permettre d'avoir cette visibilité. Ce qui est très important quand on fait le choix de LinkedIn, c'est de se donner des objectifs. Pourquoi vous êtes présent sur LinkedIn ? Est-ce que vous êtes là pour
travailler votre notoriété? Est-ce que vous êtes là pour générer plus de réservations? Est-ce que vous êtes là pour recruter? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs objectifs? Ça, c'est important. Et c'est important surtout de définir des indicateurs. Alors, je sais que quand j'emploie ce terme, on me dit « Non, mais Julien, nous, on a une petite structure. Les indicateurs, la stratégie, voilà, c'est trop lourd pour nous. » Non, en fait, des indicateurs, ça peut être simple et ça peut être léger. C'est de se dire effectivement comment je sais que grâce à LinkedIn, j'ai plus de notoriété. Comment je sais que grâce à LinkedIn, on arrive à avoir plus de demandes de devis, de réservations, de privatisation, d'événements, etc. C'est ça qu'il faut réussir à quantifier. C'est ça qui va vous permettre de tester des choses et de vous dire, on a mis ça en place et grâce à LinkedIn, on a augmenté de 10, 15, 20%. Ou de se dire, en fait, nos actions, elles ne marchent pas sur LinkedIn ou elles fonctionnent pour la notoriété, mais pas pour la conversion. Mais il n'y a que ça qui vous permettra vraiment d'analyser. Sur LinkedIn, vous avez deux grandes façons d'être efficace. La première façon d'être efficace, c'est tout ce qui est lié au personal branding. Alors évidemment, sur LinkedIn, je vais utiliser quelques anglicismes. Je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir y couper. Le personal branding, c'est quoi? Le personal branding, c'est en gros vous en tant que personne, donc Bruno, Stéphanie, Pierre, Brigitte, Marguerite, tous les autres, comment vous pouvez être actif sur LinkedIn via votre profil pour vous permettre d'atteindre les objectifs de votre activité, de votre entreprise. D'accord? Pourquoi on parle beaucoup de personal branding sur LinkedIn? Parce qu'en fait, on part d'un constat simple. Un profil sur LinkedIn a plus de visibilité qu'une page. Alors, rapide rappel, le profil, c'est votre profil que vous avez au nom de Stéphanie, Bruno, Marguerite, Pierre, Brigitte, Julien, etc. Et la page, c'est celui qui, effectivement, va être au nom de votre entreprise, Château de la Citadière, par exemple, d'accord, qui va représenter votre activité. Les deux n'ont pas les mêmes fonctions, il y a des légères différences, et aujourd'hui, le profil a plus de visibilité. Je vous pose la question, à votre avis, pourquoi sur LinkedIn, votre profil a plus de visibilité que votre page? Est-ce que vous avez une idée qui peut expliquer ça? Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, à répondre ou dans le petit chat comme vous voulez. Est-ce que vous avez une idée des raisons qui font que votre profil a plus de visibilité? En général, j'ai plus rempli. On Il a est mis plus beaucoup rempli. de choses. Ouais, il est plus détaillé. Oui, Erika? Ah, votre micro est coupé. Il faut brancher le micro, Erika, s'il vous La plaît. participation. Oui, quand on partage des choses comme ça. Donc, c'est plus mis en avant. Oui, effectivement, un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? En fait, ce que dit LinkedIn, son rôle principal, c'est d'être un réseau social. Donc, il se vante effectivement de connecter les personnes physiques entre elles. Ça veut dire que LinkedIn va toujours préférer mettre en avant le contenu d'Erika auprès de Bruno, Stéphanie, etc., plutôt que le contenu d'une page. Parce qu'il se dit, je suis un réseau social, je connecte les gens entre eux, d'accord, les personnes physiques entre elles. Donc, c'est pour ça que je vais mettre en avant plutôt le contenu et les profils des personnes. L'autre argument, qui est un peu moins avancé, mais qui est d'autant plus vrai, c'est de dire, en fait, les pages d'entreprise, le Château de la Citadière, les audacieux du patrimoine, etc., pas de souci. Aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de visibilité dans l'algorithme, mais vous pouvez en avoir tout autant et vous pouvez en avoir plus d'ailleurs. Comment faire? Ça, il faut faire des campagnes publicitaires. Si vous faites des campagnes publicitaires, vous dépensez de l'argent en fait auprès de LinkedIn. Et donc, tout de suite, LinkedIn, si vous le payez, il va vous donner de la visibilité que vous méritez, entre guillemets. D'accord? Donc, c'est pour ça que la stratégie du personal branding, c'est de dire, c'est très bien de communiquer sur la page entreprise, évidemment, de notre château, etc., de notre lieu. Mais le plus important, si on veut aller chercher de la visibilité naturelle, sans faire de campagne publicitaire, ça va être de capitaliser sur vos profils. Pour avoir de la visibilité sur un profil, il faut avoir des bonnes pratiques. Première bonne pratique, c'est un profil optimisé. Je vais y revenir, ça paraît évident, Bruno le disait très bien, effectivement, on a souvent un profil qui est plus renseigné que la page, mais en gros, votre profil, il faut qu'il soit optimisé. S'il n'est pas optimisé, LinkedIn ne va pas comprendre auprès de qui suggérer votre profil et vous allez avoir peu de visibilité. Deuxièmement, quand quelqu'un va arriver sur votre profil, si c'est un peu déceptif, s'il ne trouve pas l'information, il risque de ne pas prendre contact avec vous et c'est un peu dommage. Le profil, c'est un peu comme un mini site internet ou c'est comme un commerçant, d'accord? C'est-à-dire que j'ai un commerce, si je commence à distribuer des flyers pour dire je suis ouvert et que les gens arrivent dans mon commerce et que la peinture n'est pas terminée, que les produits ne sont pas en rayon, etc., ça ne va pas me donner envie, évidemment, d'acheter. C'est un peu pareil. Si Bruno commence à être très actif sur LinkedIn, à avoir de la visibilité, que les gens arrivent sur le profil de Bruno, mais qu'en fait, on n'a pas trop bien compris ce qu'il faisait, que ce n'était pas à jour, je ne vais pas avoir envie de prendre contact avec Bruno. Et j'ai une question de Serge qui me dit, du coup, ne faut-il pas éviter de créer un profil corporate et se contenter de son profil perso? Alors,
Je pense que dans vos cas de figure, il faut avoir votre profil perso, c'est sûr, mais il faut une page entreprise qui va faire office d'élément de réassurance. C'est-à-dire que votre page entreprise, d'accord, qui va mettre en avant votre lieu, votre château, etc., c'est pas celle-là qui va aller chercher de la visibilité de façon organique, naturelle. D'accord? Elle va en chercher, et elle va en chercher très bien si vous faites des campagnes de pub, etc. Là-dessus, pas de problème. Mais si vous voulez vous concentrer dans un premier temps sur de la visibilité naturelle, c'est vrai que c'est plutôt les profils des personnes qui travaillent au sein du château, que ce soit la direction, que ce soit la partie communication, la partie commerciale, c'est eux qui vont drainer votre visibilité. Pour autant, avoir une page qui présente le lieu, le château, avec justement du contenu peut-être moins régulier, mais pour faire office d'élément de réassurance, pour se dire, quand je vais sur la page des Audacieux du patrimoine, quand je vais sur la page du château de la Citardière, je vois quand même qu'il y a un minimum d'activité et ça me rassure sur le fait que, ok, ça me donne envie, ça me conforte dans l'idée de prendre contact avec lui. Une fois qu'on a ce profil optimisé, je vais partager mon écran après pour vous guider dans les bonnes pratiques, ça va être de publier du contenu et publier du contenu efficace. Efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que LinkedIn est un réseau social et comme tout réseau social, il a son algorithme, il a ses bonnes pratiques et il y a des petites optimisations qui vont vous permettre d'avoir plus de visibilité. Et le dernier volet, c'est comment vous pouvez développer votre réseau. Je pense que vous avez tous ajouté quelqu'un sur LinkedIn, ça, c'est pas le problème. Donc, on verra comment je peux cibler, trouver les bonnes personnes. Je veux rentrer en contact avec tous les chefs de projet d'agences événementielles en région Pays de la Loire. Je veux rentrer en contact avec tous les DRH de boîtes de plus de 150 personnes en région Auvergne-Rhône-Alpes, je dis n'importe quoi. Il y a des filtrages qu'on peut faire et on peut automatiser des actions pour que ce travail se fasse automatiquement, leur envoyer un message personnalisé. Je vous montrerai ça aussi. Donc ça, c'est tout ce qui va être lié au profil. L'autre possibilité, j'en parlais, c'est comment je travaille vis-à-vis de la page, d'accord? Et là, on va avoir une communication d'entreprise avec une ligne édito un peu plus définie. On peut faire des campagnes publicitaires, ce qu'on ne peut pas faire du coup sur un profil, et on peut fédérer, impliquer des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous l'avez compris, comme un profil a plus de visibilité qu'une page, si les collaborateurs jouent le jeu sur LinkedIn, ils vont aider au développement de la visibilité justement de la page entreprise, de l'activité, du château, du lieu, etc. Et c'est à la fois dans votre intérêt et aussi dans l'intérêt des collaborateurs puisqu'ils vont étoffer leur réseau. Je vous ai pris des statistiques. À gauche, vous avez les performances de mon profil. Alors, c'était, je sais pas, je l'ai fait il y a un mois, cet imprimé écran. Donc, sur un an, j'avais fait 312 965 impressions, donc vues de mes publications. Donc, mes publications avaient été vues sur l'année 312 000 fois. Et à droite, vous avez les statistiques de la page, 112 900 fois. D'accord ? On voit bien que mon profil a fait 3 fois plus de vues. Pourtant, sur la page de mon agence, on est beaucoup plus actif. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement 2 posts par semaine, alors que sur mon profil, c'est un peu plus aléatoire. Évidemment, quand j'y pense, mais on va dire qu'au mieux, j'ai 2 posts et parfois, j'ai des semaines où j'ai rien. Donc, j'ai moins publié sur mon profil que sur la page sur un an. Et pourtant, j'ai fait 3 fois plus de visibilité. Donc, ça montre bien que dans l'algorithme, de façon naturelle, les profils sont mieux valorisés. J'en parlais juste avant. Fédérer et impliquer des collaborateurs, c'est une stratégie qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'employee advocacy. Désolé pour l'anglicisme. Pourquoi? Parce qu'en gros, les entreprises ont compris que les profils avaient plus de visibilité. Donc, si la personne en charge du développement commercial, de la gestion de la com, la dirigeante sont actifs sur LinkedIn, en fait, elles vont tout de suite apporter beaucoup plus de visibilité à l'entreprise. Ça passe souvent par une cohérence avec les collaborateurs. Maïté, j'ai vu votre question, j'y reviens juste après. Ça passe souvent par une cohérence, du coup, avec les collaborateurs. Là, vous avez 4 de mes collaborateurs qui ont un bandeau commun, photo commune, etc. Tout le monde joue le jeu dans l'agence, mais bon, on est dans le digital, on est une petite structure, donc évidemment, c'est assez simple. Attention, c'est quelque chose qui ne peut pas être imposé. Je le dis, et je pense que ça vous paraît sûrement naturel, mais j'ai déjà eu 4 figures de quelqu'un, un dirigeant qui me dit « Julien, si mes collaborateurs ne jouent pas le jeu, ils n'ont rien à faire dans la boîte, ça va mal se passer. » D'accord ? Donc là, on a un extrême, évidemment. Et de l'autre côté, une dirigeante qui me dit « Julien, tu interviens auprès des équipes cet après-midi, super. Je ne voudrais pas que tu les pousses trop à publier du contenu. Pourquoi? Parce que nous, on galère à recruter. On est dans un secteur très tendu. Et s'ils se font débaucher parce qu'ils sont actifs sur LinkedIn, nous, derrière, ça nous met dans une situation délicate. Donc, évidemment, là, on a 2 extrêmes. L'idée, c'est juste d'être conscient que, effectivement, si vous jouez les jeux auprès de vos collaborateurs, ils vont développer leur réseau, ils vont attirer les regards, et donc forcément, ils vont peut-être générer des opportunités. Donc, il faut être très
conscient, réaliste par rapport à ça. Et puis, bien comprendre qu'on ne peut pas imposer. Si un collaborateur a envie de dire que la Terre est plate, il dit que la Terre est plate et malheureusement, ça va être associé peut-être à la page LinkedIn ou au lieu LinkedIn que vous représentez. Ce qui est aussi important, c'est que la direction joue le jeu. D'accord ? Essayer de sensibiliser des collaborateurs à être actifs sur LinkedIn, mais le dirigeant, la dirigeante ou la responsable de la communication ou le responsable commercial ne joue pas le jeu, forcément, c'est un peu compliqué pour montrer l'exemple aux autres. J'avais une question de Maïté qui me disait « Est-ce bien de publier une info sur la page entreprise et de la republier avec son compte perso ou est-ce redondant ?» Alors, on va y revenir après, mais il faut vraiment éviter d'utiliser le bouton « Republier ». D'accord ? Le fameux bouton « Republier » qui vous permet de repartager rapidement sur votre profil, il vous apporte très peu de visibilité. La bonne pratique, je vais revenir, c'est plutôt de reprendre le contenu et de créer vous-même votre publication. On va y revenir après. Donc, l'idée, ça va être pour moi de vous partager mon profil LinkedIn et de vous guider dans les différentes étapes à mettre en place pour avoir un maximum de visibilité. Donc, je vous invite pour ceux ou celles qui le peuvent à ouvrir un onglet avec votre profil LinkedIn à côté ou à prendre votre téléphone avec l'application LinkedIn. Comme ça, je vais vous guider étape par étape. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme la session est enregistrée, ça vous permettra de revenir sur certains points si nécessaire. Donc là, normalement, vous voyez tous mon profil LinkedIn et je vais me rendre du coup directement sur les différentes sections. Donc, première chose à prendre en considération, ça ne va pas vous faire plaisir, mais vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants, je suis un feignant, on est tous des feignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, notre capacité de concentration sur un contenu est minime. En digital, on parle de guerre de l'attention. Je pense que vous avez tous fait le constat, peu importe le réseau social, mais ça va toujours de plus en plus vite. Il y a toujours de plus en plus de contenus, d'accord? Et c'est des contenus qui sont très rythmés, très dynamiques, et que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de se poser sur un article de fond, d'accord? Et bien, c'est un peu la même chose sur LinkedIn. Sur LinkedIn, l'idée, c'est de se dire le plus rapidement possible. Je sais que dans la vie de tous les jours, on dit on a 15-30 secondes pour faire une bonne première impression. Je vais commencer le webinaire, vous vous êtes dit oh là, ça va être pénible avec Julien ou ça va être bien, il a l'air sympathique. Bon, j'espère que c'est la deuxième idée que vous êtes fait de moi, mais rapidement, vous êtes fait un avis sur moi. C'est pareil sur votre profil LinkedIn. Il faut qu'en un coup d'œil, je comprenne qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc, vous le voyez, moi, j'ai un bandeau, d'accord, où il y a marqué vous accompagner dans vos projets digitaux, voilà ce qu'on fait chez Modo. Et puis, vous avez en dessous Dev, SEO, SEA, social media, rédaction, formation, des termes en lien avec notre activité. L'idée, c'est que l'internaute qui arrive, tout de suite, ils comprennent, OK, je sais ce qu'ils font, il y a marqué Modo, voilà, j'ai compris dans quel univers ils étaient. Donc, sur vos bandeaux, il faut pareil qu'on comprenne en un coup d'œil qui vous êtes, ce que vous faites. Alors, est-ce que c'est une photo du lieu, du château, avec 2-3 mots-clés ou une phrase, etc. Séminaire professionnel, événement privé, team building, privatisation. Bref, là-dessus, c'est à vous de déterminer, évidemment. Mais ça va vraiment être important pour que l'internaute comprenne bien en un coup d'œil ce que vous faites et qu'il puisse savoir tout de suite est-ce qu'il est au bon endroit. Ce bandeau, il est fait en dehors de LinkedIn. Je ne crée pas mon bandeau sur LinkedIn. Soit vous utilisez des outils un peu plus techniques comme Photoshop, Illustrator, soit vous utilisez Canva, qui est très utilisé maintenant et qui fonctionne très bien. Donc, première chose, retenez le bandeau à optimiser. Deuxième chose, votre photo de profil. Votre photo de profil, elle doit être en couleur. D'accord ? Alors, ce n'est pas parce que vous passez une photo en noir et blanc en couleur que tout d'un coup, c'est x10 en termes de visibilité, mais les statistiques montrent qu'effectivement, quand j'ai une photo en couleur, je génère plus d'interactions, les personnes ont envie de prendre contact avec moi, parce que dès qu'il y a du contraste, ça attire un peu plus le regard. Il faut une photo sur laquelle vous soyez un minimum zoomé. D'accord ? Alors, l'idée de zoomer dans la photo, on est bien d'accord, l'objectif, ce n'est pas de voir vos points noirs, ce n'est pas l'objectif, mais c'est juste de pouvoir rapidement vous identifier quand vous êtes dans le fil d'actualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous vous baladez sur LinkedIn, vous voyez des personnes qui publient du contenu. Il y a Nicolas, il a publié une photo, donc un contenu. On voit que sa photo est en noir et blanc, donc elle ressort forcément un peu moins. Et on va voir aussi, si je descends, ok, là j'ai mis, d'accord, très bien. Là, on va voir que Thomas, il a aimé la publication de Lucas. Je ne connais pas Lucas. Et du coup, Thomas, ici, sa photo, elle ressort en tout petit. D'accord ? Donc forcément, il y a des personnes qui ont une mémoire un peu plus photographique que d'autres. Donc,
Si je viens de vous rencontrer la semaine dernière, bah, c'est peut-être votre visage qui va me rappeler à vos bons souvenirs. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse facilement vous identifier. Donc, il faut une photo un minimum zoomée, pas une photo de plein pied, etc. Ça fonctionne moins bien. Donc, vraiment, on puisse facilement vous identifier. Une photo professionnelle, ça ne veut pas dire un photographe pro, mais juste qu'on puisse évidemment se dire qu'il y a une tenue professionnelle facilement identifiable. On évite effectivement les photos où c'est les photos de vacances. Alors souvent, on a meilleure mine, mais on voit la mer, le parasol, parfois la bouteille de rosé qui peut traîner, ou les photos avec les amis ou les enfants. Mon père a eu ça pendant très longtemps, ses 2 fistons sous le bras. Et puis, il a coupé, mais on voit les bras des enfants qui dépassent évidemment sur la photo. Et puis, une photo actuelle. Donc là, c'est aussi pour mon papa, qui a 63 ans et qui, à 1 an encore, avait une photo de lui à 48 ans. Il y a un moment, il y a une différence entre la réalité et LinkedIn. Donc, l'idée, c'est d'avoir une photo actuelle. Si elle date de 1 ou 2 ans, évidemment, aucun problème. Mais au moins d'avoir cette photo à jour. Je descends un peu plus bas. Nom et prénom du profil, pas de problème. Depuis peu, on peut maintenant faire vérifier son profil LinkedIn. Ce n'est pas une obligation. LinkedIn dit que ça apporte plus de visibilité. Très honnêtement, je pense que c'est faux. Pour l'avoir fait il y a plusieurs mois maintenant, je ne vois pas de différence en termes de visibilité. Mais LinkedIn cherche à lutter contre les faux profils. Donc là, c'est certifié qu'on a bien une personne physique derrière. Il faut être d'accord pour scanner son passeport ou sa carte d'identité, uniquement les cartes d'identité ou passeports de nouvelle génération. Donc, il faut être d'accord avec ça, mais ça vous permet d'avoir un compte du coup certifié. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas indispensable, mais c'est vrai que dans quelques mois, peut-être qu'on va avoir 80% des profils qui sont certifiés. Donc, les comptes qui ne sont pas certifiés vont peut-être perdre un peu en crédibilité en se disant, bon, est-ce qu'on est sûr d'avoir bien une personne physique derrière? Attention, on m'a pas mal remonté certains soucis parfois pour la certification, notamment pour les femmes, désolé. Vous êtes pénalisés aussi sur LinkedIn parce que certaines femmes, en fait, ont leur nom de jeune fille sur leur passeport, leur carte d'identité. Ce n'est pas le même sur le profil LinkedIn, donc il y a un conflit. Donc là, la bonne pratique, c'est peut-être de changer le nom de votre profil le temps de faire valider votre profil, certifier votre profil avec votre passeport ou carte d'identité, nom de jeune fille, et ensuite de remodifier du coup le nom de famille. Ce qui va être stratégique sur votre profil LinkedIn, c'est tout ce que vous avez ici, le titre de votre profil. D'accord? Ça va vraiment être stratégique. Pourquoi? Parce qu'en gros, tout ce que vous allez mettre ici, ça va être les premiers éléments de texte que va référencer le moteur de recherche LinkedIn. LinkedIn, il a un moteur de recherche, un peu comme Google. On lui donne du contenu et lui, il indexe ce contenu et il va dire le profil d'Erika, le profil de Thomas, de Julien, de Marguerite. Voilà à quel mot-clé j'associe le profil. LinkedIn, aujourd'hui, il ne lit pas ce qu'il y a dans le bandeau. Donc, les mots-clés qu'on met dans le bandeau, dans le visuel ici, il n'est pas capable de les lire. Par contre, il lit très bien tout ce qui est marqué ici. D'accord? Donc, il faut absolument qu'ici, on retrouve des mots-clés en lien avec votre secteur. Souvent, l'erreur, c'est de s'arrêter, cofondateur, dirigeant, bref, ce que vous voulez, et associé, et s'arrêter là, à Modo, au nom de l'entreprise. Déjà, l'internaute ne connaît pas forcément l'entreprise. Modo, on ne connaît pas. Et puis, ce n'est pas marqué que Modo, c'est une agence digitale. Donc, pour l'internaute, ce n'est pas forcément évident. Et encore moins pour le moteur de recherche LinkedIn. Donc, il faut systématiquement, en tout cas, ma recommandation, c'est ajouter des mots-clés. Agence digitale, développement web, SEO, SEA, social ads, community management, formation, pour à la fois que l'internaute comprenne bien ce qu'on fait, s'il n'a pas lu le bandeau, et surtout pour le moteur de recherche LinkedIn. Donc là, c'est pareil, il faut avoir la présentation de votre poste, le nom du lieu, de l'établissement, et ensuite, effectivement, de pouvoir déterminer certains mots-clés, d'accord? Pourquoi? Parce que LinkedIn, en voyant ces mots-clés, s'il y a un dirigeant, une DRH qui commence à s'intéresser, à cliquer sur du contenu qui parle de privatisation, de recherche de lieux pour séminaires, etc., il va venir suggérer votre profil en disant « Hey, j'ai le profil de Bruno. » Désolé Bruno, je vous prends beaucoup en exemple, mais parce que je vous ai dans le champ de la visio. J'ai le profil de Bruno, qui a ces mots-clés, ça a l'air de correspondre à ce sur quoi vous interagissez en ce moment. Donc, il va suggérer votre profil. Donc, retenez ça, c'est vraiment très important d'avoir les mots-clés directement dans votre profil LinkedIn. Ça correspond un peu à la balise titre ou à H1 d'un site Internet. Si vous avez déjà été confronté à des enjeux de référencement, souvent, c'est des termes qui vous parlent bien. Je descends un petit peu plus bas, plus de 500 relations. Donc là, l'idée, c'est de franchir le cap des 500 relations. Bête et méchant, LinkedIn dit, quand vous passez le cap des 500 relations, vous êtes mieux valorisé dans l'algo LinkedIn. D'accord ? Ne faites pas l'erreur d'ajouter tout et n'importe qui. D'accord ? L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir le réseau le plus qualifié possible. Pourquoi ? Je vais y revenir après, mais en fait, quand vous publiez du contenu,
on touche en moyenne que 10% de son réseau. D'accord ? Donc, ça veut dire, j'ai 1000 personnes dans mon réseau. Si je publie du contenu, je vais toucher que 100 personnes. Si dans ces 100 personnes, il y a la boulangère du coin, le plombier, mon consultant, je ne sais pas, Orange qui est venu dépanner ou qui m'a appelé, etc., bon, ce n'est pas forcément ma cible, entre guillemets. Donc, je développe mon réseau auprès des personnes qui ont un intérêt. Donc, évidemment, ça va être tous mes prospects, tous mes partenaires, mes collaborateurs d'une ancienne vie professionnelle, évidemment. Et c'est vraiment d'avoir ce réflexe de se dire, j'ajoute systématiquement, dès que j'ai un rendez-vous avec un prospect, un client, un partenaire, hop, je l'ajoute sur LinkedIn. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Je descends un petit peu plus bas et là, l'idée, c'est de vous indiquer quelles sont les rubriques, pour moi, qui sont indispensables à avoir sur vos profils LinkedIn. Il y a quelques rubriques pour moi qui sont indispensables. Les rubriques, c'est les sections que propose LinkedIn. On les voit ici, ajouter une section au profil. Donc, on peut cliquer dessus et là, LinkedIn va vous proposer d'ajouter plein de sections. Je ne vais pas vous les passer toutes en revue parce qu'il y en a, je ne sais plus de 30 ou 40, mais je vais vraiment vous identifier les 4-5 qui, pour moi, sont indispensables, à la fois pour l'algorithme LinkedIn, mais à la fois pour l'internaute qui vient sur votre profil. La première section qui est indispensable pour moi, c'est la section info que vous voyez ici. Pour l'ajouter, il faut aller dans « Ajouter une section au profil », à cet endroit-là, et quand vous cliquez ici, vous allez avoir « Base ». Et dans base, normalement, là, elle n'apparaît pas parce qu'elle est déjà ajoutée sur mon profil, mais au-dessus d'ajouter une formation, vous avez ajouté une section info. J'ai une question de Serge qui me dit « Comment connaît-on les mots-clés qui correspondent à son activité ou à son profil ? Par exemple, que recommandez-vous pour les demeures historiques ?» Alors effectivement, c'est une bonne question. On ne peut pas connaître les mots-clés. Il n'y a pas un outil comme sur Google qui nous permet de savoir quels sont les mots-clés recherchés, etc. Donc, c'est plutôt à vous, entre guillemets, soit vous allez voir des profils de concurrents, de confrères, de consoeurs, voir un peu comment ils ont tourné leur profil LinkedIn. Dans le cas de demeure historique, donc ça dépend un peu de la finalité, mais est-ce que ça peut être séminaire, privatisation, B2B, par exemple ? Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on ajoute aussi une zone géographique pour bien comprendre que notre lieu, effectivement, il est dans cette zone. Donc, si je suis à l'autre bout de la France, est-ce que ça vaut le coup peut-être ? Ou si je cherche quelque chose dans cette zone de la France parce qu'on a je sais pas, le développement d'une activité et ça correspond. Donc, est-ce que c'est les termes, à mon avis, effectivement, séminaire, privatisation, B2B ? Peut-être que vous faites du B2C. Donc, est-ce qu'on le met en avant sur LinkedIn ? Peut-être qu'il faut le mettre en avant parce qu'on n'est pas à l'abri que un DRH, une dirigeante, si elle a envie de se marier, etc., elle pense aussi au lieu, donc ça peut être intéressant. Donc, c'est trouver un peu ces mots-clés qui vous semblent pertinents pour caractériser au mieux votre activité. Souvent, c'est des mots-clés qu'on retrouve aussi dans la description de votre site web ou de vos plaquettes de communication, plaquettes commerciales. C'est souvent par ces mots-clés-là qu'on va venir vous rechercher. Je retourne du coup sur mon profil LinkedIn. Donc, la section info. La section info que vous voyez à l'écran ici, c'est un peu la page « Qui sommes-nous » ou « À propos ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je ne sais pas, on me parle des audacieux du patrimoine, je tape sur Google, j'arrive sur le site, je découvre pour la première fois le site et je ne connaissais pas l'activité. Je vais sûrement aller voir qui sommes-nous, la page « Qui sommes-nous », notre histoire, à propos, etc. Et là, je vais avoir un historique un peu de l'activité. C'est pareil sur votre profil LinkedIn. La rubrique info, c'est un peu le « Qui sommes-nous », mais qui vous correspond à vous. Attention, ce n'est pas un copier-coller de la description de votre site Internet. Ce n'est pas un copier-coller de ce que vous avez mis sur votre page LinkedIn représentant le lieu, votre monument ou le château que vous représentez. C'est vraiment quelque chose qui vous présente vous, qui présente Marguerite, Erika, Bruno, Serge, etc. L'idée, c'est de commencer tout de suite par ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous voulez mettre en avant sur LinkedIn. Ne commencez pas par « il y a 20 ans, je suis rentré dans le domaine professionnel, dans le secteur de l'immobilier, j'ai fait mes armes, patati patata », pour à la fin du paragraphe dire « maintenant, je suis propriétaire d'un lieu et voici ce qu'on propose, etc. » N'oubliez pas, vous êtes des feignants. Je suis un feignant. Si, en fait, ce que vous proposez, ça arrive tout en bas du paragraphe, je risque de décrocher, je risque d'aller voir autre chose et finalement, vous allez peut-être perdre une opportunité. Donc, parlez tout de suite de ce que vous faites. Et ensuite, vous pouvez bien sûr détailler ce que vous avez fait par le passé. Là, j'explique ce qu'on fait chez Modo, le petit blabla d'intro que je vous ai fait tout à l'heure. Ensuite, je dis que j'ai été en agence média parisienne pendant quelques années, que j'ai été expat en Australie. Et puis, je finis par un petit trait de caractère, d'humour. Je dis que je suis mauvais perdant et que je suis très attiré par l'univers des startups, de la com, du sport, etc.
Là-dessus, vous le structurez comme vous voulez, mais il faut que ça parle, il faut que ça soit vous qui preniez la parole. D'accord ? Il ne faut pas que ça soit un contenu ChatGPT, corporate, trop lisse, etc. Parce que je vous vois venir là avec ChatGPT, aller faire une petite demande, fais-moi une section info à partir de mon profil LinkedIn. Alors, utilisez ChatGPT si vous voulez, mais essayez de personnaliser pour qu'on ait évidemment des traits qui ressortent et qui se démarquent. Faites des phrases courtes, d'accord ? Allez régulièrement à la ligne. Utilisez les emojis si vous voulez, mais ne faites pas un gros pavé de 10 lignes, 100 seules lignes, parce que forcément, on n'aura peut-être pas très envie de lire le contenu. Donc, retenez vraiment, première chose, section info, parce que tout ce que vous mettez en fait dans cette section info est aussi indexé par le moteur de recherche LinkedIn et va permettre à votre profil d'être mieux référencé et d'être mieux suggéré. Deuxième section qui pour moi est intéressante, c'est la rubrique sélection. La rubrique sélection, ça vous permet de mettre en avant certains contenus. Vous pouvez décider sur votre profil de valoriser certains contenus. Si vous n'avez pas cette rubrique qui est activée, c'est pareil, il faut aller dans « Ajouter une section au profil ». Et là, ça va être dans la catégorie « Recommander ». Et dans « Recommander », vous aurez « Ajouter à ma sélection ». À cet endroit-là, dans « Ajouter à ma sélection », vous allez avoir la possibilité de mettre en avant un lien vers votre site Internet ou vers un autre site Internet. Un post, si vous avez fait un post sur LinkedIn, vous pouvez le mettre en avant, d'accord, à cet endroit-là. Donc, il va rechercher les posts que vous avez fait sur LinkedIn et vous pouvez décider d'en mettre certains en avant. Et vous pouvez aussi mettre en avant des documents ou des médias. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des photos, des vidéos, des PDF, etc., que vous allez pouvoir mettre en avant directement sur votre profil LinkedIn. Par défaut, vous pouvez mettre jusqu'à 5 contenus en avant et vous pouvez décider d'avoir des contenus fixes ou d'avoir une rotation sur certains contenus. D'accord ? Typiquement, pour ma part, j'ai toujours le lien vers le site de l'agence. D'accord ? Et puis ensuite, on a des contenus qui vont être variés. On a eu la certification Calliope, donc j'ai fait un post que j'ai mis en avant, mais ça peut être aussi d'autres thématiques que j'ai envie de mettre en avant et je vais avoir une rotation en fonction des différents contenus que je souhaite pousser. Donc ça, c'est un contenu qui permet de valoriser votre profil LinkedIn. Et c'est aussi une fonctionnalité, la rubrique sélection, que vous pouvez activer sur les pages entreprises. Dernière rubrique qu'il faut activer selon moi, ce sont les expériences. D'accord ? Donc les expériences, elles se mettent par défaut. Souvent, quand vous créez votre profil LinkedIn, vous commencez par là, des expériences. Donc ça, c'est intéressant. Pensez à bien détailler vos expériences. Plus vous donnez de la matière à LinkedIn, plus LinkedIn comprend effectivement qui vous êtes, ce que vous faites. Et même l'internaute, en fait, va arriver sur votre profil LinkedIn, va descendre et va en apprendre un peu plus sur votre expérience actuelle ou votre expérience passée. Donc, pensez à bien détailler ces expériences, sachant que pour chacune des expériences, vous pouvez aussi ajouter des médias. On le voit ici. Sur mes expériences, j'ai des liens vers des sites web, j'ai des liens vers des PDF, etc., vers des photos. Donc, n'hésitez pas à agrémenter vos différents profils, vos différentes expériences avec différents contenus médias. Et enfin, il y avait une dernière rubrique que je voulais vous recommander d'ajouter, c'est les recommandations. Sur vos profils LinkedIn, pas sur les pages, mais vous pouvez avoir des recommandations écrites. Donc, j'en ai une 60aine, moi, sur mon profil LinkedIn, une recommandation écrite. Donc, ça va être une personne qui vous laisse une recommandation, un peu comme un avis Google, si vous voulez. Et donc, ça, c'est possible auprès des personnes qui sont dans votre réseau. D'accord ? Quand vous êtes connecté auprès d'une personne, lorsque vous avez envoyé une demande de connexion qu'elle a acceptée, vous pouvez venir cliquer sur le plus que vous voyez ici. Et là, vous allez solliciter une recommandation. Je sollicite une recommandation. LinkedIn va demander à quelle période j'ai travaillé avec cette personne. Est-ce que cette personne était mon client, mon manager, etc. Bref, peu importe. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux personnaliser mon message. La personne peut rédiger une recommandation. Elle arrive en privé. Je peux l'accepter. Elle arrive sur mon profil. Ou si je ne fais rien, du coup, elle va rester masquée. D'accord. Donc là, typiquement, vous avez vu les principales rubriques qui sont pour moi indispensables à avoir sur son profil LinkedIn. Encore une fois, il y en a plein d'autres qu'on peut activer. Mais l'idée, ce n'est pas forcément d'activer tout, mais de commencer par les rubriques qui sont prioritaires et qui vont vous donner un complément de visibilité. Donc ça, c'est la première chose, j'en parlais tout à l'heure, le fait de vraiment pouvoir optimiser son profil avant de passer à l'étape d'après, qui va être de publier du contenu. Publier du contenu, c'est simple sur LinkedIn, mais avant de publier du contenu, il faut comprendre le fonctionnement là aussi de l'algorithme.
Comme tout réseau social, LinkedIn conserve la règle des 1, 10, 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, vous avez 1% des utilisateurs qui publient, 10 qui s'engagent et 90 qui consomment du contenu sans interagir. On fait tous partie à un moment de ces 90, mais en gros, si je me connecte sur LinkedIn, je scrolle, donc je fais défiler et je ne vais pas forcément liker, commenter, partager, puis encore moins publier du contenu. D'accord? Et donc, on se rend compte que finalement, il y a peu de personnes en pourcentage qui publient du contenu. L'autre chiffre qui est important de comprendre, c'est qu'en moyenne, on n'a que 10% du réseau qui voit le contenu sur LinkedIn. Donc, c'est assez faible et c'est assez frustrant. On a des clients qui nous disent « Attends, Julien, ça veut dire qu'en fait, on se casse la tête à publier du contenu et là, tu me dis que les 1000 personnes que j'ai dans mon réseau, ils ne vont même pas voir tous mon contenu. Ils vont potentiellement, il n'y en a que 10% qui va voir mon contenu. » Bah oui, parce qu'en fait, quand je me connecte à LinkedIn, LinkedIn ne peut pas me pousser le contenu de toutes les personnes. Il y a forcément un tri qui est fait dans l'algo. Là, j'ai le post d'Anne-Sophie. Ensuite, j'ai une publicité. Quand il y a marqué post sponsorisé ou promu, ça veut dire que c'est une campagne de pub. Donc là, Swiss Life France a fait une campagne de pub. Ensuite, j'ai la publication de Brian. Ensuite, j'ai la publication d'Aurélien. Ensuite, j'ai Chasseur de pierres. Ensuite, j'ai une autre pub de base.com, etc., etc. Donc forcément, il y a un tri qui est fait. Parce que Julien se connecte, donc je publie je lui pousse ce contenu-là, ce contenu-là, ce contenu-là. Et en gros, ce que va regarder LinkedIn, c'est est-ce que votre contenu est pertinent. Si votre contenu est jugé pertinent par LinkedIn, alors il va lui donner de la visibilité. Par contre, si votre contenu n'est pas jugé pertinent par LinkedIn, il lui donne peu de visibilité. Et donc là, je vous apporte tout de suite la réponse. En gros, le seul élément que va regarder LinkedIn, c'est est-ce que votre publication, et là c'est pareil sur le profil ou sur la page, elle génère des interactions. De façon bête et méchante, LinkedIn, comme tout réseau social, n'est pas capable de savoir si votre contenu est intéressant sur le fond. Le seul truc qu'il regarde, c'est est-ce que votre post, ça génère des clics? Est-ce que les gens cliquent dessus? Est-ce qu'ils likent? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'ils passent du temps dessus? Et ça, c'est un peu le fléau de tous les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les contenus les plus intéressants qui font plus de visibilité, c'est les contenus qui font le plus d'interactions. Et souvent, les contenus qui font le plus d'interactions, désolé pour la grossièreté, mais c'est les contenus qu'on appelle putaclic. D'accord? C'est les contenus qui génèrent des clics. Donc, c'est les contenus que vous voyez souvent, 10 questions, 10 conseils pour avoir des abdos avant l'été, le 9e marche à tous les coups, d'accord? Et puis vous cliquez, vous vous faites avoir, vous cliquez sur le contenu, puis vous arrivez sur un article donc qui vous apprend rien. Ce qu'il s'est vraiment dit dans le vestiaire de l'équipe de France, puis quand vous cliquez dessus, vous apprenez que Antoine Dupont a confondu la chaussure gauche et la chaussure droite. Je ne sais pas, une villa de rêve sur Instagram, identifie des copains avec qui tu aimerais partir dans cette villa de rêve, et puis comme beaucoup de personnes se taguent en commentaire, ça donne beaucoup de visibilité. Et là, vous voyez très bien de quoi je parle, le type de contenu qui fonctionne très bien, les jeux concours, etc. Voilà, c'est cette mécanique-là. Moi, mon objectif, c'est de ne pas vous dire faites du contenu putaclic, mais c'est juste de vous dire, dans la structure des contenus, plus vite vous allez récupérer des interactions, like, commentaire, partage, plus vite vous allez avoir de la visibilité. En gros, LinkedIn, il teste votre contenu, on va dire entre 0 et 3 heures. D'accord? Il teste votre contenu. Si dans ce laps de temps, vous récupérez des interactions, il vous donne de la visibilité. Si par contre, au bout de 6 heures, vous avez eu un like, c'est Marguerite qui pour vous faire plaisir à liker votre post, etc., bah, c'est trop tard. Vous n'aurez pas de visibilité, vous aurez un peu de visibilité complémentaire, mais ça va s'arrêter là. D'où l'importance, quand vous faites un post, d'avoir rapidement des likes, des commentaires, des partages. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la structure des contenus, il y a des bonnes pratiques à respecter. Les bonnes pratiques à respecter, ça va être typiquement d'avoir une phrase d'accroche. Je m'explique. Quand vous avez une phrase d'accroche, tout de suite, ça va capter l'internaute. D'accord? Là, on le voit, Anne-Sophie, elle a fait une petite phrase d'accroche. Mon job, faire des photos de chats, blague à part. J'arpente depuis quelques semaines les couloirs de mon nouveau lieu de travail à la rencontre de mes collègues, etc. Bref, l'idée, c'est essayer de travailler cette phrase d'accroche. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ce qui va donner envie à l'internaute d'en savoir plus. Et c'est de rédiger minimum 4 lignes. Pourquoi? Parce que quand vous rédigez 4 lignes, on le voit ici, on a un bouton plus qui apparaît à cet endroit. Si une personne clique sur ce bouton voir plus, c'est une interaction sur votre contenu. D'accord? Et donc, si c'est une interaction sur votre contenu, vous l'avez compris, c'est un clic. Et LinkedIn se dit, bon, bah, les gens s'intéressent à ce contenu. Et donc, c'est pour ça, parfois, et peut-être que ça vous gonfle et j'en conviens, vous avez parfois un titre un peu racoleur, et puis exprès, il saute des lignes en dessous pour vous inciter à cliquer sur le fameux bouton voir plus, pour justement que vous découvriez la suite du contenu et que ça permette de générer plus de visibilité dans l'algorithme.
dans les bonnes pratiques, quand on a un post sur LinkedIn, dans un premier temps, c'est de faire des phrases courtes, d'écrire comme on parle. Désolé pour les profs de français du collège et du lycée qui nous ont appris à rédiger différemment, mais c'est vrai que sur LinkedIn, on écrit comme on parle. Et la bonne pratique, c'est souvent, quand je rédige un post, c'est de me le lire à voix haute. Et si c'est clair et si je trouve que c'est pertinent, je vais pouvoir le publier. Faites des phrases courtes, encore une fois, on est des feignants, on a une capacité d'attention qui est assez faible. On passe de plus en plus de temps connecté à Internet, mais de moins en moins de temps sur chaque contenu. Donc, faites des phrases courtes. On peut avoir des posts qui sont assez longs, mais il faut effectivement que ça donne envie à l'internaute de lire tout notre contenu. Pensez à identifier. Identifier, c'est le fameux arrobase, où je vais effectivement pouvoir identifier différentes pages. Je ne sais pas, le château de la Citardière, par exemple, que je vais pouvoir identifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous identifiez, que ça soit une page ou que ça soit un profil, hein, si je prends le profil de Pierre, bon, je ne vais pas aller sur le profil de Pierre Chauvin parce qu'il a une bonne formation fait LinkedIn, mais par contre, il a plus de mal à mettre en application. Bref, ça c'est le petit tacle au passage. Mais en gros, c'est de dire quand vous identifiez un profil ou une page, ce qui va se passer, c'est que le profil et la page, ils vont recevoir une notification. Là, si je tag Pierre et Château de la Citardière, ils vont recevoir une notification qui leur dit « Julien Tourme vous a identifié sur un post ». Donc, à la fois, je me donne de la visibilité auprès d'eux, donc ça, c'est bien. Et en plus de ça, souvent, ce qui va se passer, Pierre, il va vouloir venir voir le post, je l'ai tagué, il va se dire « Voilà, qu'est-ce qu'il a dit sur moi ?» Il va venir, il y a de grandes chances qu'il vienne peut-être liker, commenter, partager mon contenu. Et donc, forcément, dans l'algo, ça va être de la visibilité. Donc, n'hésitez pas à identifier, d'accord, des pages ou des profils. Attention, identifiez uniquement les profils et les pages qui sont susceptibles de venir liker votre contenu ou de commenter votre publication. Je m'explique. Si là, je fais un post demain et que j'identifie, on est 40 à être présents. Si j'identifie les 40 présents et qu'il y en a uniquement 2 qui viennent liker mon post, LinkedIn va me dire « Non, mais Julien, tu as essayé de spammer là les gens. Tu as tagué les gens, mais en fait, il y en a plein qui ne sont pas venus liker, cliquer, commenter ta publication. Donc, ça veut dire que ton contenu ne les intéressait pas. Donc, je vais te décrédibiliser dans l'algorithme. Donc, quand vous taguez des gens, taguez uniquement des personnes susceptibles de venir liker, commenter, publier, repartager votre contenu. Souvent, on me pose la question des hashtags. Arrêtez les hashtags. Ils n'apportent aucune visibilité complémentaire. Vraiment, aucune visibilité complémentaire. En fait, on le constate parce que personne ne s'abonne à des hashtags. Et quand je suis abonné à un hashtag, en fait, j'ai très peu de contenu ou jamais de contenu qui provient de personnes que je ne connais pas qui utilisent ces hashtags. Pour moi, il y a 2 types de hashtags qu'on peut éventuellement continuer d'utiliser. C'est le hashtag de marque. D'accord? Donc, hashtag de marque, ça pourrait être hashtag audacieux du patrimoine, par exemple, que je vais utiliser. Parce que, oui, il n'y a pas forcément beaucoup ou peut-être pas d'abonnés, mais c'est juste sur tous les posts qui parlent des audacieux du patrimoine. En fait, ça travaille ce qu'on appelle le branding, la marque, etc. Et donc, ça peut être utile de l'utiliser. On n'est pas à l'abri que quelqu'un à un moment clique sur un post et il tombera sur tous les posts qui utilisent ce hashtag. Deuxième typologie de hashtag qu'on peut éventuellement utiliser, c'est le hashtag d'événement ou d'actualité. C'est-à-dire que si on est partenaire du Vendée Globe ou si on est exposant, bon, ce n'est pas le bon exemple, mais salon de l'agriculture, ou si on se rend à un salon, je peux utiliser ce hashtag parce que souvent ces salons ou ces événements utilisent ces hashtags, donc il y a un bruit médiatique qui est un peu fort et donc là, on va peut-être avoir un peu plus d'intérêt effectivement sur les réseaux sociaux, mais LinkedIn n'est pas vraiment un réseau social à hashtag. Mais donc voilà, s'il y en a deux typologies de hashtags que vous pouvez encore utiliser, c'est retenez celui de marque ou celui d'événement d'actualité oui, d'événement ou d'actualité. Pas de souci pour utiliser des emojis. Les stats montrent que quand il y a des emojis, les personnes ont plus envie d'interagir avec le contenu. Donc, on les utilise avec parcimonie, évidemment. Mais ça, vraiment, dans les bonnes pratiques, ce qu'il faut retenir, ça va vraiment être phrases d'accroche, des phrases courtes, minimum 4 lignes, aller régulièrement à la ligne, pensez à identifier, mais uniquement les personnes qui sont susceptibles de venir liker, commenter, et les hashtags, on vient d'en parler, et pas de problème pour utiliser les emojis. J'avais pris quelques exemples de contenu, justement, que je voulais mettre en avant. Là, on avait un post de Thibault Lemarié, hop, le temps qui s'affiche, donc qui a très bien fonctionné, avec une bonne phrase d'accroche. Chaque année, on jette entre 12 000 et 23 000 tonnes de draps et nappes en France pour une raison. Donc là, c'est très bien structuré. On a envie de cliquer sur le fameux bouton « Voir plus » pour se dire « Ok, c'est quoi la raison qu'on a derrière ?» D'accord ? Ce qui est très bien aussi, ce qui est un élément qui est important souvent sur LinkedIn, c'est qu'on a de l'humain.
Je pense que si Thibaut fait la même photo, mais qu'il n'est pas sur la photo, la publication divise par 2 le nombre d'interactions. D'accord. L'humain aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très recherché sur LinkedIn. C'est-à-dire que moi, je le vois très bien dans le cadre de mon activité. Si je fais un post hyper intéressant sur le fond, sur les mises à jour de l'algorithme Google, LinkedIn, etc., je sais que ça va fonctionner beaucoup moins bien que si je fais une photo d'équipe pour l'anniversaire d'Audrey, elle est partie, elle n'est plus là, mais pour ses 28 ans et qu'on est tous au resto avec un verre à la main. Pourquoi? Parce que vous, en face, de façon assez humaine, j'ai plus envie d'interagir avec quelqu'un qui est souriant, que je vois en photo, qu'un contenu en fait, qui est un peu plus lisse. D'accord? Donc, retenez bien ça. L'humain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de mettre en avant. Là, on a un autre post de Thibaut, mais qui fonctionne moins bien. Pourquoi? Parce que c'est un repartage. Alors là, je le comprends parce que dans le post, c'est aujourd'hui, je lâche la plume pour la confier à Joëvin qui s'intéresse à l'accueil, etc. Donc, évidemment, on a envie de mettre quelqu'un. La vraie bonne pratique, si on veut aller chercher de la visibilité, c'est plutôt de reprendre le contenu, la photo, de créer sa propre publication, de taguer la personne, de taguer la page pour lui donner de la visibilité. Alors, parfois, encore une fois, on peut très bien partager. Effectivement, si je veux mettre en avant l'activité, je ne sais pas, d'un confrère ou d'un client, mais je n'ai pas forcément envie de créer un post, mais je veux juste lui montrer que j'ai partagé, etc. OK, mais dites-vous que si vraiment vous voulez donner un maximum de visibilité à vos posts, que ce soit sur la page ou sur votre profil, il faut créer votre propre contenu. On le voit ici aussi, Aloïse qui fait un post, les 3 raisons de choisir un monument historique pour votre séminaire. Donc là, c'est pareil, bonne phrase d'accroche, d'accord? Et puis on voit le beau, et puis on a envie de cliquer sur le plus pour justement dérouler la suite du post. On a plusieurs photos, ça marche bien. Donc ça, en termes de visuel, etc. Retenez aussi, quand vous mettez une photo, si vous mettez des photos, mettez soit une seule photo, ou mettez minimum 3 photos. Ne mettez pas 2 photos parce que souvent ça coupe et la mise en page n'est pas esthétique. D'accord? Donc soit vous mettez une photo, soit vous en mettez 3. Autre exemple, Marguerite, M-1 avant la réouverture, le parc et le château de Canon iront à leur porte le 2 avril, etc. Donc là, je pense que ce n'est pas forcément un post qui est travaillé avec la phrase d'accroche, etc., mais qui fonctionne plutôt bien. Ce que je veux aussi faire prendre conscience, c'est que tous les petits conseils que je vous donne là sur les bonnes pratiques, c'est que du plus. Si le contenu est intéressant, même s'il n'a pas toutes les bonnes pratiques, il va quand même bien fonctionner. Les petits plus, etc., c'est ce qui va vous permettre d'avoir effectivement, de peut-être faire 2 fois plus de visibilité, mais sur le post initial, ça va quand même bien fonctionner. Souvent, on va nous dire, on a des clients qu'on accompagne, ils nous disent « Julien, on a pris en compte toutes les bonnes pratiques, mais ce post, il a fait un flop. » Ouais, mais ce post, il a fait un flop parce que le contenu, il est pourri en fait. Ou parce que votre contenu, il n'intéresse pas, ou parce que votre service ou le produit que vous mettez en avant, il n'est pas clair. Et donc là, ce n'est pas le fait que ça soit des mauvaises pratiques, c'est plus que le contenu n'intéresse pas. LinkedIn n'est qu'un support. Ça, c'est important de l'avoir toujours à l'esprit. C'est qu'un moyen de donner de la visibilité. Si le contenu, si le produit n'intéresse pas les gens, malheureusement, vous aurez beau avoir toutes les bonnes pratiques. Évidemment, ça va faire un flop derrière. Mettre en avant les coulisses. Bon, là, c'est des dirigeants d'entreprise qui vont… ouais, j'y viens juste après. J'ai une question de communication, la Bourbancet. Le bouton « Importer le prospect », c'est parce que j'utilise justement une petite fonctionnalité que je vais vous montrer après. Donc, le fait de partager les coulisses, vous êtes en déplacement, vous êtes à un salon, vous participez à une conférence, faites vivre ça dans l'intérieur. En fait, ce que vous proposez dans vos prestations de privatisation, de séminaires, etc., il y a d'autres acteurs qui le font. Ce qui, parfois, fait la différence et ce qui fait qu'on travaille avec tel prestataire, tel lieu, etc., je le vois aussi dans mon activité, c'est les coulisses. C'est que Julien aussi, il est sympa, son équipe, elle est sympa, il partage les coulisses, il donne des conseils, des bonnes pratiques, ils font vivre les travaux de rénovation du château, du monument, j'apprends des choses et c'est ça aussi qui fait la différence. D'accord ? Ce qui fait la différence entre… tout simplement, pourquoi j'achète telle marque ou telle marque au supermarché? Oui, il y a le prix, il y a la qualité du produit, mais si l'image de marque aussi est sympa ou véhicule autre chose, c'est ce qui déclenche aussi mon intérêt. Et c'est un peu pareil sur les réseaux sociaux. Là, vous avez des exemples. Typiquement, on accompagne les petits culottés, marque de couches culottes Made in France, qu'on a accompagné typiquement sur LinkedIn, une formation. Là, j'essaie d'avoir le triptyque un peu gagnant. À la fois, je suis en formation chez eux, je mets en avant le client avec la phrase d'accroche. Si vous avez des enfants, vous avez forcément entendu parler de cette marque. D'accord, la petite phrase putaclic, entre guillemets. Je mets en avant le client et je mets en avant l'humain, parce que c'est plus sympa. Si j'avais fait le même post en mettant juste le logo des petits culottés,
bon, bah, tout de suite, c'est un peu moins parlant qu'une photo d'équipe avec les personnes qui sont souriantes. Donc voilà un peu pour les bonnes pratiques en termes de publication de contenu. Dernier volet que je voulais vous montrer, c'est comment on peut développer son réseau sur LinkedIn. Donc développer son réseau sur LinkedIn, on l'a tous fait, ajouter quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller un peu plus loin dans le ciblage. Imaginons, mon objectif, c'est de toucher, on le disait tout à l'heure, je ne sais pas, des DRH, parce que je pars du principe que ça peut être une cible qui peut être en recherche de lieux, soit pour des séminaires, soit pour des lieux de formation, soit pour des CODIR, organisations, bref, peu importe. Je vais taper DRH dans ma barre de recherche sur LinkedIn. Et tout ce que je vous montre, là, c'est en version gratuite sur LinkedIn. Il n'y a pas besoin d'avoir le compte premium. Je vais cliquer ici sur « Personne ». LinkedIn va aller me chercher dans le monde tous les profils qui ont comme mot-clé DRH, enfin comme mot DRH dans leur profil. Donc là, j'ai 132 000 résultats. Bon, je ne vais pas m'amuser à tous les ajouter, ça fait un peu beaucoup. Je peux filtrer ensuite par niveau de relation. Premier, ce sont des personnes qui sont dans mon réseau. Deuxième, ça veut dire qu'on a quelqu'un en commun sur LinkedIn. Donc ça, c'est souvent intéressant parce que là, je passe de 132 000 à 5 900 et ça veut dire que toutes ces personnes-là, on a quelqu'un en commun. Donc si je les ajoute, elles vont voir, Julien Tourme vous a envoyé une demande de connexion et elles vont voir 10, 20, 30, 50, là je vois 143 personnes en commun. Donc je suis un inconnu, mais je suis un inconnu proche, entre guillemets, a priori, on a des relations en commun. Et troisième et plus, ça veut dire qu'on n'a personne en commun sur LinkedIn. Donc là, je garde deuxième et troisième niveau de relation. Je peux cibler ensuite par zone géographique. Je vais prendre, on va prendre l'Île-de-France. Île-de-France, donc là, je passe de 132 000 à 18 000 résultats. Je peux même cibler par entreprise. Je veux le DRH de l'entreprise EDF, Orange, je peux taper moi-même le nom de l'entreprise, ça, c'est pas un problème. Je peux en sélectionner plusieurs, d'accord ? Comme je pourrais sélectionner plusieurs zones géographiques, et il va me filtrer par rapport à ça. Donc, si je cherche le DRH de telle boîte, parce qu'on m'a dit qu'effectivement, ils avaient un projet de séminaire, mais que la personne ne savait pas me dire quel était le DRH, je peux aller le chercher de cette façon-là. Et j'ai un onglet qui est très important ici, qui est tous les filtres. Tous les filtres, je vais aller ici, et je vais avoir des critères en plus. Alors, moi, il y a deux critères qui sont intéressants ici. Il y a le critère secteur d'activité. Je veux prendre des DRH dans le secteur, je ne sais pas, de l'industrie. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que, je ne sais pas, là, les 3 derniers séminaires qu'on a bookés, c'est des boîtes dans l'industrie et que ça m'intéresserait justement d'aller chercher d'autres boîtes dans l'industrie. Je peux leur envoyer le petit montage vidéo qu'on a fait. Ça va être des partenaires, des concurrents, des boîtes que je vais contacter. Donc, ça va leur permettre de se projeter un peu et donc, ça va être intéressant. Donc, je pourrais filtrer. On voit qu'on a différentes catégories. Là, je ne vais pas les cocher, mais j'aurai cette possibilité-là de cocher plusieurs secteurs d'activité. Une fois que j'ai fait ça, ce qui va être important, c'est tout en bas, de remettre ici, dans le titre, de remettre le terme le poste que je cherche, DRH. Si je ne fais pas ça, le problème, c'est qu'il va peut-être aller me chercher des personnes qui ont été DRH, mais qui ne le sont plus. Mais dans leur profil LinkedIn, à un moment, ils ont une expérience où il y a marqué DRH. Et là, on le voit bien, je suis passé de 18 000 à 7 600 résultats. Et là, on voit bien qu'à chaque fois dans le titre, on a le terme DRH qui va apparaître. D'accord ? Donc, potentiellement, ces 7 600 résultats, je peux me dire, attends, moi, mon monument, mon château, mon lieu, il est en Île-de-France, etc. Oui, il faudrait que tous les DRH qui soient dans mon réseau parce que potentiellement, ils ont des besoins de séminaires, d'organisation, de formation, etc. Et donc, ça peut être intéressant. Donc, 7 600, c'est quand même beaucoup de personnes. Donc, soit j'essaie de refiltrer par rapport à des villes un peu plus spécifiques, typiquement, soit je filtre avec certains secteurs d'activité, d'accord ? Ou soit j'ai une version premium sur LinkedIn qui me permet d'aller un peu plus loin. On le voit ici, recherche avec 16 navigateurs, j'ai des filtres en plus. Je peux cibler des DRH qui ont minimum tant d'années d'expérience dans la boîte ou qui sont dans les entreprises de minimum entre 100 et 500 collaborateurs parce que je sais que ça correspond à ma capacité d'accueil, par exemple. Et donc, je pourrais filtrer un peu plus ça. Donc ça, c'est le première chose qui peut vous permettre de filtrer et de développer de façon efficace votre réseau de façon qualifiée. Et effectivement, moi, si je suis en charge du développement commercial au sein de votre monument, je vais m'amuser à aller faire des filtrages de cette façon-là. Et l'idée, c'est d'être actif sur mon profil. Que mes DRH, que mes dirigeants, que mes chefs de projet ou mes responsables d'agences événementielles voient mes posts au fur et à mesure pour justement, à un moment, se dire
tiens, on doit organiser le séminaire d'EDF, tiens, peut-être que ce château, ce monument correspond. Alors, Tanguy me pose la question, qu'apporte l'abonnement premium? L'abonnement premium, il apporte le fait de pouvoir envoyer des messages, un peu plus de messages à des personnes qui ne sont pas dans votre réseau, mais ce qu'il apporte surtout, c'est que vous n'êtes pas limité dans vos recherches. Là, j'ai fait une recherche DRH, je vais en faire 2-3 dans la journée, etc. Il y a un moment, en version gratuite, vous êtes bloqué par LinkedIn. LinkedIn vous dit, stop, vous avez fait trop de recherches, revenez plus tard, revenez le mois prochain. Et à un moment, forcément, ça crée de la frustration. Si on veut faire de LinkedIn un levier d'acquisition pour son activité, il y a un moment, vous dites, bon, non, en fait, là, j'ai besoin de ne pas être bloqué. Dès que j'ai passé 3-4 recherches dans la journée, il me bloque, c'est pénible. Donc, du coup, il faut que je passe sur un compte premium. Le compte premium, vous avez une version gratuite qui est sur 30 jours que vous pouvez tester. Et du coup, quand vous allez la tester, cette version gratuite, dédiez-vous vraiment du temps pour tester et voir si ça a un intérêt pour vous. Bruno pose une question. LinkedIn plus efficace pour nos structures audacieux et monuments historiques que Instagram et Facebook? En fait, je pense que ça dépend vraiment de votre cible. Pour toucher du B2B, je pense que LinkedIn, c'est un incontournable, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'Instagram et Facebook, on va plutôt aller chercher du particulier, du coup, qui va avoir envie de privatiser pour ces événements particuliers. Évidemment, ma cible, elle est double. C'est-à-dire que sur LinkedIn, mes 30 millions d'utilisateurs, ce sont aussi des particuliers. Si je book un monument pour... nous, on n'est que 11, donc faire un séminaire dans un monument, c'est peut-être un peu gros, mais je ne sais pas s'il y a des salles qu'on peut booker à la journée. OK, et puis peut-être que pour mon mariage, ça peut m'intéresser, ou pour le mariage de mes enfants, etc. Donc, c'est à double tranchant. Donc, je pense qu'on peut avoir des contenus qui sont communs. Souvent, on entend dire il faut des contenus complètement différents entre Facebook, LinkedIn, Instagram. Ça, c'est du pipeau. J'ai envie de dire, oui, il y a un monde où ça serait bien, mais il y a la réalité du terrain. Vous n'avez pas un service com avec 3 personnes qui peuvent gérer le contenu. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, soit on a le même contenu partout, on adapte un peu le contenu entre Insta et Facebook, on peut avoir la même chose, et puis LinkedIn est un peu différent, ou c'est de se dire, en fait, on a 3/4 des contenus qui sont, ou la moitié des contenus qui sont communs, et la moitié des contenus qui sont différents, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, je vais aller chercher d'autres choses. D'accord. Donc ça, évidemment, ça va être peut-être plus à adapter. Je reviens sur... Oui, il y avait une question d'Arthur, ouais. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez, Arthur? Arthur, il faut ouvrir le micro pour poser la question? Et si ça ne marche pas, vous pouvez la mettre dans le chat et je la prendrai juste après. Ok, j'attends. J'attends la question dans le chat. Non, mais j'ai besoin de rien, je vous demande pardon, c'est une mauvaise fausse manip. Je poserai ma question autrement tout à l'heure, c'était urgent. Non, mais pas de souci, sinon si c'est... Allez-y, Arthur. Et la question est... Non, mais je vais vous l'écrire, je vais vous laisse poursuivre, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, c'était une fausse manip. Pas de souci. Donc, je voulais vous présenter un outil extérieur à LinkedIn qui s'appelle Wallaxy. Wallaxy, je vais vous le mettre aussi dans le chat dans la foulée, comme ça vous l'aurez. Alors, c'est un outil qui n'appartient pas à Wallaxy, qui n'appartient pas à LinkedIn. Ça y est, je commence à emmener les pinceaux. Et c'est un outil qui permet d'automatiser des actions. Automatiser des actions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que une fois que vous téléchargez Wallaxy, vous avez une version gratuite que vous pouvez utiliser. C'est une extension qu'on va venir plugger à un navigateur, comme Chrome par exemple. Je crois qu'il existe aussi sur Firefox ou sur Safari. Et automatiser des actions, ça veut dire que cet outil va nous permettre de travailler, à ma place. D'accord? Quand j'ai fait mon ciblage, si je dois m'amuser à prendre contact avec mes 7600, il faudrait refiltrer, mais ça risque d'être un peu long. Donc, je vais utiliser un outil extérieur qui va me permettre justement d'automatiser ces actions et de travailler à ma place. Donc là, je suis en train de réactualiser la page parce que j'ai réactivé justement cet outil pour vous montrer rapidement comment il fonctionne. Alors, le temps qui se charge. Il est activé. Tac. Donc là, j'ai toujours mon ciblage qui a été fait. Et à droite, vous voyez un nouveau bandeau qui apparaît, là, Wallaxy. Et je vais pouvoir créer une liste. Je vais créer une liste et je vais l'appeler DRH. Je vais mettre audacieux. Comme ça, je me souviendrai de ça. Et dedans, je vais dire à Wallaxy, écoute, je veux que tu m'exportes mes 7600 résultats. Alors, 7600, c'est trop. Il aurait fallu refiltrer, mais potentiellement, je peux en avoir 1000, etc. Bon, moi, je vais lancer juste avec 10 parce que je ne veux pas que ça fasse trop ramer la connexion.
Et une fois que mon import est lancé, je vais pouvoir me retrouver dans mon tableau de bord sur Wallaxy et je vais avoir une base de données qui va se constituer. C'est-à-dire que mes 7600 DRH vont se retrouver dans ma base de données Wallaxy et une fois que ma base de données va être complétée, je vais pouvoir démarrer des actions. Donc là, vous êtes sur mon tableau de bord Wallaxy, d'accord ? Et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir configurer mes différentes actions. Alors, désolé, il mouline un petit peu. Okay. Donc là, dans les prospects, je vais retrouver mes différentes listes. Donc là, on a DRH audacieux qui apparaît ici, puis la liste va se constituer au fur et à mesure. D'accord, je vais avoir mes contacts qui remontent à cet endroit-là. Et ce qu'on va voir, en fait, ce sont des contacts comme ça qui remontent. D'accord, une liste de contacts à chaque fois vers des profils LinkedIn qui remontent à cet endroit. Une fois que ma liste est constituée, je peux démarrer une campagne. Démarrer une campagne, ça veut dire que je vais demander à Wallaxy, depuis mon profil LinkedIn, de générer des actions. Et typiquement, je vais pouvoir générer des actions comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a plein de scénarios, de scénarii, je crois même, on dit. Enfin, je crois que maintenant, on peut dire les deux, mais typiquement, invitation, message. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends ce scénario-là, je vais demander à Wallaxy, depuis mon profil LinkedIn, ça fonctionne uniquement depuis le profil, d'envoyer des demandes de connexion. Donc là, je vais reprendre, il me dit, OK, quelle liste tu veux reprendre? Donc, je vais reprendre ma liste DRH des audacieux. Bon, ma liste est vide pour l'instant, donc ce n'est pas le bon exemple, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Hop, je reviens en arrière. Ajouter des prospects. Hop. Ah, pardon, j'ai tout quitté. Alors, je recommence. Hop, depuis une liste, j'ajoute, on va en prendre une autre, c'est pas grave. Donc là, il me demande est-ce que j'ajoute tous mes prospects. Donc là, je dis oui, j'en ai 216. Et là, il me dit OK, on peut envoyer une demande de connexion. Donc, je peux envoyer une demande de connexion, donc c'est une invitation. Donc, ça veut dire que potentiellement, si je fais ça, mes 7200 DRH, ils vont recevoir une demande de connexion de ma part. Attention, ils ne vont pas tout recevoir en une seule fois. D'accord ? Wallaxy respecte les quotas LinkedIn. Les quotas LinkedIn, c'est maximum 200 invitations par semaine. Donc, vous voyez bien, si j'ai une audience de 7200, ça va être assez long. Donc, souvent, quand on fait des campagnes Wallaxy, c'est qu'on a des audiences qui sont entre 30 et 1000, souvent, personnes dans ma base de données. Et je vais envoyer, du coup, cette campagne. Donc, demande de connexion, il envoie une invitation. Une fois qu'elle est acceptée, combien de temps j'attends avant d'envoyer un message? Là, je vais attendre, je ne sais pas, 2 jours. Et au bout de 2 jours, je peux envoyer un message que je peux personnaliser. Bonjour. J'insère une variable, je peux personnaliser par le prénom. Merci d'avoir accepté ma demande de mise en relation. Et là, je vais pouvoir présenter, d'accord, rédiger finalement la suite de mon message. Une fois que ma campagne est prête, je clique sur valider. Si je lance ma campagne, du coup, Wallaxy va aller envoyer une invitation à ces 216 prospects, et sur ceux qui vont accepter, au bout de 2 jours, il va leur envoyer un message personnalisé. Dans le message que je vais leur envoyer, l'idée, c'est de ne pas avoir un contenu trop publicitaire, trop commercial. D'accord ? Si vous envoyez effectivement un message avec un contenu trop commercial tout de suite, la plaquette, etc., bon, on est sur une cible qui peut être sursollicitée, ça ne va pas les intéresser. Par contre, si vous leur partagez un contenu, une vidéo, un mix de vos derniers séminaires dans le secteur de l'industrie en disant j'ai vu que vous étiez DRH pour telle entreprise ou dans tel secteur, on a 3 de vos concurrents qui sont venus faire un séminaire ou de vos partenaires qui sont venus faire un séminaire, je vous partage la vidéo, n'hésitez pas à me solliciter. Ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ou ça peut être juste envoyer une campagne avec une petite plaquette de présentation ou avec un post que vous avez fait pour dire que les travaux sont finis, ou juste envoyer des demandes de connexion, puisque l'idée, c'est que les gens soient dans votre réseau et qu'ensuite, ils voient vos contenus régulièrement. Donc ça, c'est un outil que je trouve vraiment intéressant. Attention, c'est un outil d'automatisation. Donc, comme tous les outils d'automatisation, il faut que ça soit un outil qui soit utilisé avec intelligence. Si on fait n'importe quoi, qu'on spamme la terre entière, etc., forcément, on va plutôt nuire à notre réputation. Donc, il faut vraiment avoir une base de données la plus qualifiée possible et avoir le message qui soit le moins intrusif possible. Point intéressant aussi sur Wallaxy, vous pouvez lui dire quand est-ce qu'il tourne. C'est-à-dire, vous pouvez dire à Wallaxy, je ne veux pas que tu tournes le week-end, je ne veux pas que tu tournes après 20h et avant 8h du matin, pour éviter d'avoir votre robot Wallaxy qui envoie des messages à 2h du matin où l'interlocuteur en face va se dire
voilà, c'est bizarre, je vois que c'est un robot, etc., etc. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant. Et j'ai une question, quelle est la différence avec Engage de Sarbacane et par rapport à un CRM classique? Alors, je ne connais pas Engage de Sarbacane ou un CRM classique. Le CRM, en fait, il n'est pas forcément connecté à LinkedIn. Le CRM, il peut centraliser toutes vos opportunités commerciales. Et je peux d'ailleurs, avec Wallaxy, j'ai la possibilité de le synchroniser avec certains CRM. Ils ont développé des API. Typiquement, je crois qu'ils ont développé avec HubSpot. Je ne dis pas de bêtises, on va voir, je crois que c'est indiqué ici. Où est-ce que c'est? Teams, paramètres. Voilà, intégration CRM. Donc aujourd'hui, HubSpot, nos CRM, et c'est en cours avec Pipedrive, Salesforce et Zoho. Donc l'idée, c'est que je pourrais avoir mes contacts qui remontent aussi dans mon CRM. Wallaxy, il permet aussi d'aller chercher des emails, du coup, en fonction des contacts. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait le bouton importer le prospect. Ça veut dire quand je suis sur le prospect le profil d'une personne, parce que je l'ai rencontré, je peux tout de suite l'ajouter à une base de données, du coup, sur Wallaxy. Donc, Wallaxy peut être un CRM, mais par contre, Wallaxy ne va pas venir se plugger entre guillemets, un logiciel d'expertise comptable qui permet d'envoyer vos devis, vos factures. Donc, il est vraiment connecté à LinkedIn d'un côté. Donc, c'est bien de remonter la donnée ailleurs si vous avez un outil un peu plus global qui va permettre de faire d'autres choses et de centraliser vos demandes plus globales. Wallaxy, en version gratuite, vous allez être limité à 100 actions par semaine, d'accord? Donc, sans invitation, sans envoi de messages. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, juste visiter des profils, etc. En version payante, vous allez être limité à 100 actions par jour. Donc, forcément, ça va plus vite, tout en respectant le quota de 200 invitations par semaine. Mais si je veux envoyer des messages à des personnes qui sont déjà dans mon réseau, quand on commence à avoir un réseau étoffé, oui, la version premium peut être plus intéressante. J'arrive à la fin de cet atelier. Je sais que c'était intense, c'était dense et vous avez peut-être beaucoup de questions. Donc, évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Évidemment, le contenu va être disponible en replay. Donc, ça, je pense que c'est pas mal pour certaines d'entre vous s'il y a besoin de revenir sur certains éléments. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit message sur LinkedIn, à m'envoyer un email. Et puis, si vous avez des projets, si vous avez envie d'aller un peu plus loin ou de refaire un point un peu plus en détail, n'hésitez pas à me solliciter. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Marguerite, pour l'organisation, la sollicitation et Pierre aussi. Merci beaucoup. Un grand merci, Julien. Vraiment, c'était très intéressant et effectivement très dense. Est-ce que certains veulent poser des questions à l'oral, éventuellement? Vous pouvez lever la main, appuyer sur la petite main. On a des questions. Alors, qui a pris la parole? Château de Canon, je crois. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant. Alors, moi, j'avais une question par rapport à ces campagnes automatisées et où on adjoint un message, par exemple. Moi, de mon côté, quand je reçois des messages, j'ai tendance à pas les regarder sur LinkedIn. Ouais. Parce que j'ai tout le temps l'impression que justement, c'est un peu standardisé et envoyé automatiquement. Donc, je regarde vite fait et si vraiment j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connais, je vais peut-être regarder, mais sinon, je ne les lis même pas. Donc, est-ce qu'on arrive quand même à toucher les gens comme ça? Oui, effectivement. Alors déjà, quand on envoie un message, il faut éviter d'envoyer sur le premier message. Souvent, on peut avoir une note personnalisée. Et ça, les stats montrent que quand il y a un message dans une note personnalisée, on a moins de chances d'être accepté. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si effectivement on envoie un message dans un contenu un peu publicitaire commercial, c'est-à-dire que moi, si je cible et que j'envoie un message pour dire bonjour, et puis après le blabla sur Modo, et puis si vous avez un projet, contactez-moi, ça ne marque pas du tout. Quand j'envoie des messages, c'est souvent j'invite à un webinaire, donc c'est un message très court. Bonjour Claire, en tant que responsable communication, j'imagine que vous suivez beaucoup l'actualité liée autour du SEO. On fait un webinaire sur le sujet. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Donc là, j'offre du contenu ou je partage un post qui décrypte les dernières tendances en termes digital. Et donc là, souvent, ça intéresse et j'ai des bons retours. Merci, mais je ne suis pas dispo. Est-ce qu'il y aura un replay? Ou ça ne m'intéresse pas, ou je transmets à mes équipes. Mais vraiment, dans cette logique, je donne des conseils, j'apporte effectivement des informations. Donc, il n'y a que ce moyen-là qui permet vraiment d'avoir un retour. Sinon, je fais juste des campagnes
pour développer mon réseau sans envoyer de message, juste parce que je sais que 2/3 des personnes vont m'accepter. Et après, c'est de me dire, au fur et à mesure, ils vont voir mes contenus de temps en temps et à un moment, ils vont peut-être se dire, tiens, je vais appeler Julien ou Modo pour notre projet de site web ou de référencement, etc. Ok, super. Merci. Je vous en prie. On Est-ce avait qu'on a Marc d'autres questions? Ouais. Marc qui voulait poser une question, je crois. Non, non, c'était une erreur de manip. Encore une. Bon, pas de problème. Mais en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas. Si c'est donc, je vous invite évidemment à m'ajouter sur LinkedIn, mais s'il y a d'autres questions qui arrivent, surtout, faudra pas hésiter. Oui, on a une autre question. Oui, bonjour Julien. Déjà, merci pour ton intervention, c'était hyper intéressant. J'avais juste une question parce que tu viens de donner l'exemple avec donc ton agence, si tu devais démarcher quelques personnes, du coup, tu offres du contenu et généralement, ça te génère du clic derrière. Mais nous, par rapport aux monuments historiques qui ne sont pas vraiment on ne peut pas proposer de contenu, tu vois, directement dans la démarche commerciale. Qu'est-ce que tu nous conseillerais par rapport à ça? En fait, moi, je me dis, pour suivre un peu l'actu, alors là, de Pierre, typiquement sur Instagram, je vois beaucoup à chaque fois les travaux, les coulisses, etc. Ça, je trouve que c'est un contenu, justement, coulisses assez intéressant. De dire, voilà, on a rénové, je ne sais pas, toute la façade et compagnie. Et ça pourrait être un peu ce petit clin d'œil. Bonjour Julien, je voulais vous partager une actu au sein de notre monument. On a fait ça. C'est-à-dire que je ne vends rien, mais je vous partage une actu un peu sympa ou je ne sais pas, on a eu pas une certification, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait avoir, mais on a eu une parution, on a eu quelque chose, voilà, une actu un peu forte. Ça peut être le petit clin d'œil, entre guillemets, pas trop pushy, pas trop forceur, qui doit vraiment tenir en 2-3 lignes, pas plus. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Le fait de communiquer sur des témoignages, je trouve que c'est un peu commercial, un peu déguisé. Je vous partage des avis qu'on a eus. Bon, je trouve que c'est un peu… ça, c'est pas forcément le plus pertinent. Il y a aussi quelque chose qui peut être potentiellement intéressant. C'est si vous avez je ne sais pas trop s'il y a ça sur LinkedIn, mais on peut avoir des événements sur LinkedIn. Donc, si vous avez des événements sur le secteur de l'événementiel, des monuments historiques, je ne sais pas, vous pouvez, pareil avec Wallaxy, voir tous les participants qui étaient présents, inscrits à cet événement et constituer une base de données et les solliciter pour dire j'ai vu que vous avez participé à tel événement, du coup, je me permettais de vous ajouter car on est dans le même secteur d'activité ou parce que vous êtes sensible à ce sujet. Voilà. Il y a peut-être d'autres choses, effectivement, qui peuvent être intéressantes. Ce qui peut peut-être être intéressant, c'est plus peut-être par rapport à des agences événementielles. Je ne sais pas si c'est dans vos cibles, mais de se dire les agences événementielles ont leurs clients, ont des besoins. Et je ne sais pas si on fait une infographie sur les dernières tendances événementielles ou les animations qui marchent le mieux, qu'on fait un post là-dessus, c'est de leur partager pour leur dire, voilà, on a fait un listing des 10 animations qui fonctionnent le mieux aujourd'hui en événementiel dans tel secteur, peu importe, et on partage, mais du coup à une cible plutôt agence événementielle, parce que eux, ils recherchent forcément des animations, des choses intéressantes à proposer à leurs clients. D'accord. Donc nous, je sais qu'à la Bourbancée, on cherche à développer beaucoup l'aspect séminaire. Donc toi, tu nous conseillerais plutôt de viser donc, les agences séminaires et de créer un contenu à partager autour de ça. Ouais, ça me paraît très bien. Est-ce qu'un webinaire pourrait être intéressant? Ça, je ne sais pas trop sur quoi on pourrait communiquer. Et par contre, je ferai la cible finale, donc je ne sais pas, des dirigeants, des dirigeantes, des DIRCOM, des DRH. Et ça, par contre, je me dirais, il faut tous qu'ils soient dans le réseau du directeur, de la directrice, du responsable com et du responsable en charge du développement. Enfin bref, il faut qu'ils soient connectés pour voir un maximum de postes. Ok. Ok. Merci. Avec plaisir. Et je vous remets, du coup, pour ceux qui le souhaitent, je vous mets le lien dans le chat vers mon profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter en mettant peut-être un petit message suite au webinaire avec les audacieux pour que je sache d'où vous venez. Oui, Anne-Laure? Il faut mettre le micro, Anne-Laure. Oui, le micro est coupé. Merci beaucoup, Julien, pour l'intervention. Et justement, Marguerite, c'était pour vous dire que l'organisation, c'est super. En l'occurrence, je ne pouvais pas être devant mon écran à 18h, mais j'ai pu être au téléphone jusqu'à ce que je rejoigne mon domicile et que je me connecte à 35. Donc, c'est pas mal. Sur le mail d'envoi, il est donné un numéro de téléphone avec un code. Ça fonctionne, c'est très bien. Voilà. Super. Voilà, donc merci. Merci, Anne-Laure. Super. Merci.
Donc, j'ai rien loupé, Julien, merci. Bon, bah parfait. Tant mieux. Alors, est-ce qu'il y a À autre bientôt. chose? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Anne-Laure. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Absolument, absolument. Ben, merci à tous. Merci à tous et vous retrouverez l'enregistrement dans les jours à venir bientôt sur la Workplace. Grand merci Julien, c'était vraiment très sympa de nous consacrer ce temps et la qualité de cette intervention, vraiment, c'était très très chouette. Super. Eh ben, merci à vous pour l'accueil. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur LinkedIn ou en vrai. C'est bien aussi en vrai. Merci, merci. Bonne journée à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir, bonne Au soirée. revoir. Au revoir, à bientôt.